L'émission Le sport pour la vie, ce sont des passionnés de sport, des gens actifs ou des entraîneurs qui nous parlent de leur histoire et de ce que le sport leur a enseigné pour toute la vie. Tout ça dans le but d'aider les parents, coachs ou non, à amener les jeunes sportifs à prendre soin d'eux et à développer leurs compétences émotionnelles avec le sport comme outil. Bienvenue à tous les passionnés du sport pour la vie. Donc aujourd'hui à l'émission Le sport pour la vie, je reçois Nancy Doyon, conférencière, coach familiale, autrice. Écoute, plein de qualités pour toi Nancy Doyon, bienvenue. Bonjour, je suis contente d'être avec vous autres. Oui, moi aussi, vraiment, je suis vraiment contente de te recevoir Nancy parce que je sais que tu as vraiment toute une expérience en coaching familial, mais vraiment, ton approche est vraiment très intéressante. On parle d'une approche responsabilisante et moi, ça me parle quand vient le temps, justement, d'éduquer nos jeunes sportifs et je suis contente de savoir que tu vas nous aider aujourd'hui à avoir des trucs pour comment on gère nos émotions d'adultes en tant que figure d'attachement, en tant que coach et en tant que parent, bien évidemment. Donc, Nancy, est-ce que tu peux prendre quelques instants, justement, pour te présenter aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent? Donc, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Ça fait un petit peu plus de 27 ans que je travaille auprès des enfants qui vivent diverses problématiques. Bon, oui, au niveau de la gestion des émotions, mais aussi, bon, certains problèmes de comportement, problèmes d'anxiété, problèmes de relations familiales, etc. Donc, j'ai toujours travaillé dans le milieu, soit à travers les centres jeunesse pendant une dizaine d'années, dans les écoles, dans les CLSC, centres de services sociaux. Et depuis maintenant un peu plus de 10 ans, j'ai développé une approche en coaching familial. Comme tu dis, ça s'appelle l'approche responsabilisante. Puis ben, maintenant, j'ai le privilège de former des intervenants à mon approche un petit peu partout sur la planète. J'ai écrit plusieurs bouquins, un qui s'appelle Parents gros bon sens, c'est le plus connu, je te dirais. J'en ai écrit aussi sur l'anxiété, l'intimidation, etc. Et ben, la gestion des émotions, c'est aussi un de mes dadas parce que ben, tu sais, derrière plusieurs problématiques, il y a des enjeux au niveau de la gestion des émotions. Chez les enfants qui vivent l'anxiété, il y a des enjeux au niveau de la gestion des émotions, des enfants qui ont des comportements agressifs, des comportements violents, des enfants qui n'osent pas foncer puis sexualiser à leur plein potentiel, au niveau de la rivalité. En tout cas, bref, je trouve que les émotions, c'est beaucoup au cœur du développement humain et c'est souvent là, c'est souvent ce qui vient mouler nos comportements, nos attitudes, puis ensuite, bien, par la suite, nos relations, bien entendu. Et Nancy, en tant que parent coach ou non, on est à même de constater certains comportements chez les enfants. Tu parlais d'anxiété, tu parlais d'anxiété de performance beaucoup. On peut même parler d'hypersensibilité, etc. On peut avoir une influence en tant qu'adulte sur les enfants en ce sens-là? Ah oui. Oui, ben tu sais, Annie, on en avait déjà discuté avant. Je trouvais ton approche hyper intéressante parce que je trouve que la gestion des émotions à travers l'activité sportive, c'est vraiment un super bel outil pour enseigner aux enfants la gestion des émotions, le dépassement de soi, se fixer des objectifs, être capable de survivre à un échec, développer sa résilience, travailler, être capable de travailler en équipe, donc de pas toujours mettre son ego à soi au centre. Je trouve qu'il y a tellement des beaux apprentissages à faire. Puis en plus, ben, à travers l'activité physique, ça permet aux enfants de réguler justement leurs émotions. Ça a été vraiment démontré que les enfants qui font suffisamment d'activité physique vont faire moins de crises, moins de colère, vont mieux se concentrer à l'école. Fait que ça vaut vraiment le coup. Maintenant, bon, c'est sûr qu'il y a tout un apprentissage que les enfants vont faire à travers le jeu comme tel. Mais il faut toujours se rappeler que, ben, comme adultes, on est des modèles. Les enfants vont beaucoup apprendre en modélisant les adultes autour d'eux. Tu sais, on peut bien leur expliquer, quand tu es en colère, tu as le droit d'être fâché, mais on crie pas, on fait pas ci, on fait pas ça. On a beau leur dire ça. Si nous, on explose de façon régulière, ça ne marche pas. On a beau dire à nos jeunes, ah ouais, fonce, 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 dépasse-toi.
Ben, c'est facile à dire quand on est derrière le banc ou qu'on est dans les estrades et que, ben, au quotidien, ils ne nous voient pas nécessairement nous dépasser. Une des premières affaires que j'ai envie de voir avec toi, Annie, c'est pour beaucoup d'adultes, bien gérer ses émotions, ce serait d'être toujours de bonne humeur. Mm-hmm. D'être toujours zen. Oui, mais c'est pas ça. C'est bon ce que tu dis parce que dans le sport, c'est émotif. Si tu enlèves l'émotion dans le sport, tu n'as plus rien. Donc, des fois, ça justifie le comportement qu'on peut avoir en tant que coach. Oui. Donc, c'est de cette façon qu'on va chercher à montrer l'exemple chez l'enfant. Donc, c'est comme un paradoxe très, très important que tu soulèves, là. Oui, bien, c'est ça, tu sais, je veux dire, les émotions intenses, effectivement, derrière le sport, tu sais, il y a de la passion, tu sais, si je vais jouer au hockey et que je me laisse pas emporter, tu sais, il faut qu'il y ait une espèce de juste part entre je reste concentrée, je me laisse pas mener par mes émotions, mais je me laisse emporter par celles-ci, parce que l'envie de gagner, l'envie de me dépasser, ça va me permettre d'avoir l'adrénaline puis le cortisol qui vont me permettre, bon, des hormones qui sont déchargées dans le cerveau qui vont me permettre de performer davantage et d'avoir plus de fun de toute façon. Mais bref, effectivement, les adultes qui encadrent les jeunes qui font du sport, ben, eux autres aussi sont gagnés par cette passion-là. Et parfois, il y a comme des espèces de débordements dans la régulation. Tu sais, être un parent coach, qu'on soit derrière le banc ou dans les estrades, je trouve qu'on est un parent coach de toute façon. Tu sais, moi, si je vais voir ma fille jouer au soccer, ma fille a envie que je sois sur le bout de mon siège. Mon enfant a envie de sentir ça. Si je regarde mon enfant jouer au soccer et que quand il compte un but, je m'enlève les moutes-moutes sur le chandail, tu comprends qu'on ne va pas avoir l'impression que je t'intéresse. Ou que je suis sur mon téléphone. Oui, c'est ça. Donc, avoir une bonne gestion des émotions, ça ne veut pas dire être calme, zen et ne pas être réactif. Ça veut dire être capable de se maîtriser pour que on ne bascule pas de l'enthousiasme, le stress aussi normal de « Oh oui, let's go, t'es capable », et basculer dans l'agressivité, dans la colère ou dans la surréactivité. Mais comment on fait ça, Nancy? Parce que je sais par le fait de comment notre cerveau fonctionne que les enfants, des fois, ils réussissent à revenir un petit peu plus vite qu'un adulte, là. Donc, en tant qu'adulte, on ne connaît peut-être pas nécessairement comment fonctionne tout notre cerveau, là. On ne demande pas ça aux gens. Mais comment on fait pour se rattraper, justement, quand on commence à déborder là, en tant que parent coach? Bien, en fait, je trouve que quand on veut travailler sur notre gestion des émotions, il y a 3 phases. Une première phase, c'est la reconnaissance. Reconnaître qu'on déborde et reconnaître que parfois, c'est trop. Donc, ça prend un peu d'humilité et se dire « Ouais, OK, j'exagère. Quand je veux pousser mon enfant, je lui mets en fait de la pression. Quand je suis... quand je suis trop content, quand je suis contente, ben j'en mets peut-être un peu trop. Comme coach, comme parent, quand je veux les pousser puis mettre de l'adrénaline, dire OK, go, ben il y a des fois je tourne dans l'agressivité. Donc, il y a une première partie qui est de se regarder. On peut même en parler avec les enfants de notre équipe, nos propres enfants, en disant ben, comment tu trouves ma réaction autour du sport? Et les enfants vont être capables de le dire souvent, ils vont être capables de nous faire des bons reflets. On peut en parler en toute humilité avec notre conjoint, dire, ben tu sais, où est-ce que tu vois que c'est exagéré? Parce que des fois, se regarder soi, c'est pas toujours évident. Deuxième étape, c'est, je trouve, prendre le temps de s'observer. Donc, pendant quelques temps, on va... pendant les matchs ou autour de tout ça, on va se regarder aller. Fait qu'il faut qu'on soit là d'une part. On est en présence avec les enfants, mais il y a une partie de nous qui prend un peu de recul puis qui regarde ce qui se passe. Parfois, c'est pas possible de le faire sur le coup, mais on va le faire des fois en rétroaction. Après le match, OK, bon, mais quand est-ce que je pense que j'ai débordé? Il était où mon point mon point de contact, là, à quel moment les fils se sont touchés? Mm-hmm.
à quel moment j'en ai mis trop? Puis là, ben, c'est intéressant d'observer ce qu'on a fait, d'observer ce qu'on a dit, d'observer l'intensité avec laquelle on a dit les choses, le ton, le contexte, parce que bon, de dire aux jeunes hey, t'es capable de mieux, en soi, c'est pas si mal. Mais si c'est dit avec les dents serrées, que c'est là, t'es capable de mieux, ça marche plus, tu comprends? Donc, tu sais, c'est bien beau de dire, ben, t'es capable de mieux. Ah non, c'est bien ce que j'ai dit. Non, mais en toute humilité, je l'ai peut-être dit sur un ton désagréable, ou parfois on peut prendre un ton de condescendance. En tout cas, bref, fait que prendre le temps de s'observer, et dans certains cas, même, ça peut être intéressant de demander à quelqu'un de filmer. Oh! Pendant un match, filme ce qu'il y a là, filme-moi aussi. Tu sais, surtout un coach, là, ça peut être intéressant de dire, ben, on va se regarder aller, puis on va s'observer. Ça prend beaucoup d'humilité. Vraiment. Mais il faut vraiment avoir en tête qu'on est en train de former des enfants, non pas juste au sport, mais à quelque chose qui va leur servir toute leur vie. Ensuite, bon, mais ça, c'était la deuxième étape. Ah non, puis dans ma deuxième étape, après ça, ben, dans ma rétroaction, c'est OK, mais quand j'ai eu cette façon d'être-là, ou quand j'ai basculé, puis que là, c'était trop, quand je suis devenue un peu plus agressif, un peu trop, qu'est-ce que je me disais dans ma tête? C'était quoi mon discours interne? Est-ce que j'avais un discours interne très négatif? Est-ce que j'étais dans des peurs? Est-ce que j'étais dans mon désir à moi, de performance à moi, plutôt que dans mon désir que mon enfant s'amuse, grandisse, s'épanouisse, puis bon, effectivement, se développe et performe. Là, s'amuser puis grandir à travers le sport, ça ne va pas à l'inverse de la performance. On peut performer mais quand on est trop dans la performance pour l'enfant, bien, parfois, on met de côté son bien-être parce que ça nous passionne, nous, ça nous fait triper. Nous, est-ce que je suis en train d'essayer de m'actualiser à travers mon équipe ou mon jeune? T'sais? Ma passion n'est pas la sienne nécessairement. Oui, mais un ne va pas nécessairement à l'inverse de l'autre. Je veux dire, mon jeune peut être un passionné du hockey, s'actualiser là-dedans, performer. Puis moi, je peux aussi triper à le voir performer et être très fière de lui. Mais il faut juste faire attention à ce que parfois, ma fierté ne prenne pas le dessus sur ses besoins à lui. Je pense à une maman qui avait une fille qui faisait du patinage artistique et qui performait très bien. La petite adorait ça. Mais à un moment donné, la petite disait, ben, je pense que ma mère aime ça plus que moi. Puis parfois, elle me pousse tellement que ça fait que j'aime moins ça. Et en discutant avec la petite, qui était quand même rendue à 10 ans, elle disait, ben, si ma mère en faisait moins, j'aimerais plus le patin. Puis elle aimait la compétition, puis elle aimait, puis elle performait bien, mais la pression mise par sa mère, le fait que sa mère décortiquait chacun des mouvements, le fait que sa mère s'emportait, le fait que sa mère, avant des compétitions, mais même avant des pratiques, c'était là, tu vas faire ceci, puis là, tu vas faire ça. Puis elle mettait tellement de pression que la petite... Et ça amenait de la sous-performance chez elle. En tout cas, bref, il faut se poser des questions. Fait que étape 1, j'admets. Étape 2, je m'observe pendant un certain temps et j'essaye de voir c'est quoi les boutons qui font qu'à un moment donné, je deviens trop. À quel moment? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qu'il y a eu comme déclencheur? Puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et rendu à l'étape 3, ben, on va juste venir s'entraîner parce que parfois, on se met une pression incroyable nous-mêmes de dire, OK, là, j'ai réalisé que je ne suis pas correct. À partir de maintenant, il faut que je sois correct. Un instant. La gestion des émotions, c'est tout un entraînement qui prend toute une vie. Toute une vie, effectivement. C'est qu'on ne se lève pas un matin, j'ai coché, j'ai les 5 piliers de l'intelligence émotionnelle d'acquis, là. C'est plus conscient. Non, c'est ça. C'est fun, mais... Aussi simple. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de s'entraîner sur un aspect, une situation à la fois. Tu sais, on parle de sport, là, mais tu sais, moi, dans le quotidien, je pourrais décider de m'entraîner. Demain matin, je m'entraîne à ne pas me mettre en colère pendant la routine du matin.
Puis c'est trop dur. Je pourrais dire, je m'entraîne à ne pas me mettre en colère au moment de l'habillage pour partir pour l'école. That's it. Ça peut être juste ça. Alors, ça pourrait être de dire, bon, ben, tu sais, justement, je prends un des piliers et je me dis, OK, mais dans les prochaines situations, dans les prochains matchs, dans les prochains entraînements, je m'entraîne sur ce pilier-là au moment particulier X où je me rends compte dans mon observation que c'est souvent là où je dérape. Et là, ben, quand on s'entraîne à la gestion des émotions comme on s'entraîne à n'importe quel sport. Plus on le fait, plus il y a de répétition, plus ça devient facile. Mais si je m'entraîne à la balle molle, je vais soigner dans le bar plusieurs fois avant d'être compétente. Bien, si je m'entraîne à la gestion des émotions, il faudra que j'ai l'indulgence d'accepter que je vais avoir des ratés. Et ce que tu nous dis, Nancy, ça nous ramène beaucoup à l'indulgence. Donc, la troisième phase dont tu parlais, c'est vraiment d'être indulgent avec nous, d'être bienveillant, comme on veut l'être aussi avec les enfants. Exactement. Exactement. Puis s'entraîner un petit peu à la fois, souvent. Tu sais, je peux pas devenir une pro du volleyball en une soirée parce que j'ai le meilleur coach qui m'enseigne toute la technique pour faire les bons smashs. J'y arriverai pas. Si je veux devenir bonne au volleyball, il faut que je joue régulièrement. Et oui, je vais avoir plusieurs smashs qui vont arriver dans le filet ou pas au bon endroit. Mais c'est la même chose pour l'apprentissage de la gestion des émotions. Quelque chose d'intéressant, Nancy, et c'est quand même, je tiens à souligner, toi qui m'as fait prendre conscience de ça, même si ça va paraître bizarre, c'est de se rappeler qu'on a en face de nous des êtres humains. Parce que quand on est adulte et là qu'on est dans un monde de performance, etc., dans le sport plus spécifiquement ici, ben on a des schémas d'adultes, des réflexes d'adultes qui nous ont suivis quand on était petits, qui étaient peut-être pas dans le disque. Il y a des nouvelles choses qui n'étaient pas dans notre discours aussi, donc on a grandi avec. Mais c'est toi qui m'as rappelé que dans le fond, ils sont pas différents de nous. Donc quand tu parlais tout à l'heure des rétroactions qu'on demande aux autres, aux enfants, dans le fond, c'est exactement ça, c'est de leur demander comment ils interprètent notre gestion, nos actions d'adultes dans leur tête. Oui. Oui, puis ça, c'est vraiment intéressant de s'asseoir avec les enfants et de se taire pour écouter de temps en temps et d'essayer d'aller voir c'est quoi leurs lunettes, leur perception, leur réception, parce que parfois, ce qui pour nous semble être un encouragement sera une critique pour eux. À tort ou à raison, on s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que si ce que moi je pense être un encouragement est reçu comme une critique écrasante pour l'enfant, je l'aiderai pas à grandir. Et parfois, de demander aux enfants de quoi tu aurais besoin, qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu aimerais voir changer, qu'est-ce que tu aimerais voir développer. Et ça se dit, on s'entraîne. Vous êtes dans un contexte sportif, les enfants comprennent hyper bien le principe. Alors, à partir du moment où, admettons, je ne sais pas, mon enfant me dit, ben écoute, maman, quand tu hurles de joie, moi, ça me gêne, ça me déconcentre, je me sens quasiment humiliée, c'est trop. Puis là, je fais, ben voyons donc, moi, j'aime ça, je trouve ça le fun, c'est parce que je suis contente. Oui, d'accord, on comprend ta bonne intention, mais ton jeune, lui, il se sent humilié de voir sa mère qui hurle dans les estrades. Bien, peut-être que tu peux te temporiser un peu et dire à ton jeune, OK, bien, je vais essayer de m'entraîner à être un peu moins. Mais quand on s'entraîne au début, on n'est pas bon au départ. Fait que je vais m'entraîner petit à petit, on va trouver le juste équilibre. Donc, on leur montre aussi l'indulgence envers soi-même. Mais Nancy, tu amènes donc peut-être que de leur poser des questions dans la rétroaction de leur performance, c'est une façon plutôt que de tomber comme parent ou comme coach dans l'analyse de la performance parce que, comme tu le dis, ça peut être interprété comme quelque chose d'écrasant pour l'enfant, mais aussi, en fait, est-ce qu'on ne sous-estime pas aussi à quelque part le pouvoir du silence, là? C'est parce que tu le disais, là, de se taire et de les écouter. Le pouvoir du silence, le pouvoir de l'accueil.
de l'accueil, en indulgence pour l'enfant, puis en indulgence pour soi, tu sais, puis Oui, parce que comme tu disais, si on est en silence, mais qu'on est comme ça, puis qu'on est comme Ouais. comme pas. Voilà, tu sais, c'est pas... Mais tu sais, c'est ça, c'est de l'accueil, de l'intérêt. J'essaie de vraiment me mettre dans la peau de l'autre, voir son point de vue, en essayant de pas tomber sur la défensive, en se permettant de dire, ben OK, peut-être que... Puis il n'y a même pas besoin d'avoir raison, là. C'est comme, mais toi, comment tu te sens quand je fais ça? Quand je te dis ça, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? Toi, dans le contexte de ton sport, qu'est-ce que je fais qui te motive, qui te pousse, puis qui te fait triper, puis que ça goûte bon pour toi? Puis qu'est-ce que je fais qui ça goûte moins bon pour toi et que ça te fait vivre de l'inconfort? À quel moment ça arrive plus? À quel moment ça arrive moins? Puis ça, t'aimes pas ça? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse à la place? Qu'est-ce qui t'aiderait davantage? Puis là, ben, tu sais, si je suis coach d'une équipe de football, ben c'est sûr que mes jeunes n'auront pas tous les mêmes besoins. Il y en a un que de se faire challenger, c'est bon. Puis que lui, là, tu sais, c'est comme, je te pousse, go, go, go. Lui, ça le galvanise. Il reçoit comme de la confiance. Puis l'autre, ben pour lui, ça va être anxiogène. Fait que, il va falloir que peut-être je m'adapte à chacun de ces jeunes-là. Comme parents à la maison, il faut s'adapter à nos enfants. Puis si j'ai plusieurs enfants, il y en a un pour lequel une méthode va bien faire, puis l'autre, moins. Mais je t'écoute parler, Nancy, et je vois le processus, puis je me dis donc, ça veut dire que comme parent coach, on peut certainement, bon, c'est une grande responsabilité, là, mais on peut certainement avoir une influence sur le fait que notre enfant fasse de l'anxiété de performance. Et là, je ne mets pas ça sur le dos des parents, là, c'est pas ça mon point, hein, parce qu'on parle d'indulgence depuis tantôt, mais je pense qu'il faut le comprendre pour aller plus loin. Et tu as même écrit un livre là-dessus. Donc, je pense qu'il faut comprendre aussi les schémas derrière ça, là. Ouais, oui. En fait, tu sais, il y a de l'anxiété de performance qui existe, mais moi, j'ai inventé aussi un nouveau terme qui s'appelle l'anxiété de conformisme. L'anxiété de performance, c'est je veux performer à tout prix et j'ai l'impression que si je ne gagne pas, si je suis pas le meilleur ou si j'ai pas performé, je suis décevant et beaucoup tendance à être dans je suis parfait ou je suis nul. Mm-hmm. L'anxiété de conformisme est très proche, mais là, est plus rattachée à la peur de décevoir. La peur du rejet ou la peur de ne pas être satisfaisant. De ne pas être assez. Oui, de ne pas être assez. De ne pas être satisfaisant, la peur des reproches, la peur des critiques, la peur des commentaires. Fait que tu as certains jeunes qui vont vouloir performer, mais vont surtout vouloir, c'est pas tant la performance qu'ils cherchent que l'approbation de la part de leurs parents, de la part de leur coach, de la part de... et ils se mettent à avoir une peur exagérée de toute critique. C'est que ce soit une critique par rapport à leur performance, une critique par rapport à leur comportement, une critique par rapport à t'étais pas positionné comme il faut, viens, je vais te montrer comment. Et oui, effectivement, on a une influence là-dessus. On n'a pas toute l'influence. On a à peu près un tiers d'influence là-dessus. Mais parfois, il faut se poser la question, ce que je dis et ce que je fais avec les meilleures intentions du monde, est-ce que c'est ce qui convient à cet enfant-là ou est-ce que ça vient exacerber quelque chose qui est déjà là? Je te donne un exemple, la valorisation. La valorisation, c'est supposé être bon, ça, pour les enfants. Tu as bien performé ce soir, je te valorise. Tu as bien joué, tu as fait preuve d'esprit d'équipe, je te valorise, bravo, super. Pour la plupart des enfants, ça goûte bon. Mm-hmm. Pour la plupart des enfants, ça c'est wow, c'est aidant pour l'estime de soi. Il y a des enfants pour qui c'est corrosif pour l'estime de soi. Il y a des enfants que plus on les valorise dans leur performance ou plus on les valorise dans leur comportement, plus ils se mettent une pression exagérée de toujours avoir cette valorisation-là et plus ils développent l'impression que, mon parent ou mon coach sont tellement contents quand j'ai fait preuve d'esprit d'équipe que, on prend juste l'esprit d'équipe, là. Bravo, tu as fait beaucoup de passes ce soir, tu sais, tu as vraiment pu t'encourager tes coéquipiers, c'était génial. Bien, pour certains enfants, ça se transforme en
Je dois toujours faire ça. Je ne dois jamais me mettre à l'avant. Je dois toujours oui, favoriser les autres à mon détriment. Je dois toujours faire ça, sans quoi je vais décevoir. Le jeune qu'on a valorisé, écoute, on danse la samba parce qu'il a bien performé dans son sport ce soir. Bien, il y a certains jeunes que c'est comme yes, cool, ça goûte bon, je vais bien dormir ce soir, high five, on est content. Et il y a d'autres enfants, vous allez le voir dans le non-verbal, qui vont faire merci, mais ouais, mais c'était pas parfait. Puis ouais, mais j'aurais pu faire encore un peu mieux. Puis, et là, on se dit, ben voyons non, ça a bien été, c'est super, tu peux être fier de toi. Mais là, cet enfant-là, des fois, plus on le valorise, plus il se dit, ben faut que je performe pour encore plus plaire. Mm-hmm. Alors que les compliments sont bons pour la plupart des enfants, il y a peut-être un 10-15% des enfants pour qui c'est anxiogène. Et quel truc tu donnerais à un entraîneur qui remarque ça? Parce qu'on s'entend, on n'est pas obligé d'être des pédagogues là, pour entraîner. Là, au contraire, on le fait souvent avec tout notre cœur d'abord, puis c'est bien correct comme ça. Mais quel truc tu donnerais à un coach ou un parent qui voit ça chez l'athlète? Moi, ce que j'aurais tendance à proposer, c'est d'avoir une discussion seule à seule et de mettre carte sur table en disant, écoute, j'observe que quand je te dis bravo, puis tout ça, j'ai l'impression que tu te mets encore plus de pression. J'ai l'impression que tu te demandes d'être parfait. Hey, Wayne Gretzky est pas bon. C'est sûr que là, il faudrait que je donne d'autres références parce que les enfants ne connaissent pas tant. Wayne Gretzky n'est pas devenu Wayne Gretzky en une semaine. Puis, tu sais, comme coach, je veux dire, OK, ben, je vais faire attention, ce jeune-là, pour peut-être moins en mettre dans la valorisation. Je veux te remercier du temps que tu as pris avec nous aujourd'hui. C'était vraiment très précieux. Et en terminant, j'aimerais que tu mentionnes aux gens où est-ce qu'on peut te suivre et te voir. Oui, sur ma page Facebook, SOS Nancy Coaching Familial, on met énormément de matériel gratuit, des outils pédagogiques, des textes, des vidéos. J'ai aussi ma chaîne YouTube Nancy Doyon, où il y a à peu près 70 capsules vidéo sur différents aspects. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin sur la gestion des émotions, j'ai plusieurs formations web aussi sur mon site Internet SOS Nancy. J'ai une formation gratuite qui s'appelle Cerveau et gestion des émotions qui peut vous permettre aussi d'aller voir, là, de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau des enfants et des adultes quand on est envahi par les émotions. Tout ça en plus de tes nombreux livres et tes participations et tes collaborations aussi avec d'autres auteurs. Encore une fois, Nancy Doyon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bye bye tout le monde. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous.